Quand j'accompagne un manager ou des dirigeants, je pose toujours ces deux questions. La première, c'est quelles sont les 5 bonnes raisons de rejoindre ton équipe qui existent peu ou pas dans l'équipe d'à côté ou l'équipe amie. Pour se montrer attractif, on doit connaître ses forces. Pour connaître ses forces, il faut faire ce travail. Et puis la deuxième question que je pose souvent, c'est en conscience, quelles seraient les 5 raisons de te quitter? Bienvenue dans On a toujours fait comme ça, le podcast des organisations qui se réinventent et de ceux qui les aident. La pérennité de nos entreprises dépend de notre capacité à prendre du recul, analyser et s'adapter rapidement. Pour autant, le confort du On a toujours fait comme ça nous semble souvent plus douillet que la remise en question. Alors pour ceux qui sont prêts à bousculer leurs habitudes, On a toujours fait comme ça partage chaque mois des portraits de dirigeants et d'experts qui, au travers de leur expérience, nous invitent à challenger nos habitudes en entreprise. On a toujours fait comme ça? C'est parti! Aujourd'hui, dans On a toujours fait comme ça, notre invité va nous partager des clés, parfois contre-intuitives, pour un management efficace et intégrant. Nous allons aborder des sujets tels que la place du travail aujourd'hui dans nos vies, la collaboration entre les générations, le partage des connaissances, ou encore le recrutement et la fidélisation du talent. Notre invité est docteur en sociologie, ancien DRH de L'Oréal, et il allie théorie et pratique. Et ce qui ne gâche rien, en plus, possède, selon moi, une excellente capacité à transmettre ses connaissances de manière simple et actionnable. Et vous le retrouverez dans différents ouvrages que je pourrais partager ou des conférences et sur l'accompagnement conseil. Et notre invité est donc Philippe Pierre. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Alors, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Comme je disais en introduction, au-delà de tous les conseils que vous partagez qui sont très utiles pour les dirigeants et managers, j'insiste vraiment sur ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette capacité à rendre des concepts parfois qui peuvent être très délicats et complexes, très simples et accessibles. Donc, j'ai vraiment hâte d'échanger. Merci beaucoup. Alors, je voulais commencer par un petit peu de sociologie, quelque chose de peut-être assez Oui, très général, mais en tout cas, notamment la place du travail dans nos vies. Je vois oui. qu'on a plutôt tendance à considérer quand même le travail comme central, mais depuis quelques années, avec différentes influences, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a peut-être pour certaines générations même d'ailleurs, plus Oui. que d'autres, peut-être qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui peut-être encore va changer dans les années à venir? Oui, bah, je vous rejoins Guillaume dans ce temps que nous vivons de remise en cause de la centralité du travail dans nos existences. Et c'est vrai que de mon point de vue, quand on observe jeunes et moins jeunes, il y a, en fait une évolution de la place que nous accordons au travail par rapport à d'autres instances. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, l'importance de la famille, la place des loisirs. Et donc, un certain nombre d'enquêtes sociologiques concordent pour, rééquilibrer en fait, les 2 plateaux de la balance. Le côté travail, investissement professionnel et en arrière-fond d'ailleurs un modèle que je vous propose d'aborder que j'appelle de la loyauté et puis de l'autre côté, en fait, tout ce qui serait hors de la sphère du travail. Alors ce modèle de la loyauté, pour être, bien clair et si j'analyse aussi un peu mon parcours, Guillaume, je dirais que j'ai grandi et je me suis, développé dans ce modèle de la loyauté qui consiste à échanger en quelque sorte, c'est le contrat psychologique, une très forte implication personnelle en direction du travail, avec des heures, passées au travail, avec des préoccupations, personnelles, orientées vers le travail, parfois des mauvaises nuits liées au travail et donc vous voyez bien aussi, toute la charge que ça peut occasionner et en échange de cette très forte implication personnelle, la promesse de l'employeur, c'est de me protéger, même si je suis fragile et vulnérable et on voit bien d'ailleurs je dirais les liens en ce moment avec les débats sur, la retraite et la place de la retraite dans l'existence tout entière. Ce modèle de la loyauté, en fait, renvoie pour moi à une organisation hiérarchique verticale pyramidale. Si on entre dans l'organisation, dans ce modèle de la loyauté et qu'on est perçu comme compétent, à ce moment-là, il y a toutes les chances qu'on veuille y rester et parfois, j'en rencontre encore, j'ai des personnes qui me disent: «Bah, écoute Philippe, je n'ai eu qu'un seul employeur dans ma vie, en plus d'une petite période de stage». Donc c'est un modèle de l'emploi à vie, c'est un modèle de la sécurité de parcours, mais aussi en interne souvent, du compagnonnage, de la transmission professionnelle d'un certain nombre de savoir-faire et puis si je vais un peu plus loin, c'est un modèle dans lequel on a tendance à couper en 3.
cadre, agent de maîtrise, ouvrier, catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C, noblesse, clergé, tiers état. Toute sa vie, Guillaume, en quelque sorte, d'un point de vue culturel, on serait en dessous ou en dessus. Alors les mots forts, c'est mérite, les mots forts, c'est abnégation, devoir, sens de l'effort. La grande phrase, si je synthétise un peu, c'est il faut. Bon, ce modèle-là me semble percuté, contesté, mais enfin, il a quand même sa force et je pense qu'il va continuer d'exister dans le futur, mais il va devoir, de mon point de vue, s'associer à d'autres modèles, notamment un deuxième, j'en donne un tout de suite, l'employabilité. Dans ce deuxième modèle, à la fois d'organisation et j'ai envie de dire aussi, Guillaume, d'évolution des carrières, c'est le fait d'être, je dirais, au sein de plusieurs employeurs qui fait ma vie. Donc, même si je suis bien là où je suis, je considère qu'au bout de quelques années, c'est presque un danger que de rester là où je suis. Donc, dans le deuxième modèle, les mots forts, ça sera le contrat. Pour un cadre, ça sera les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens qu'il actionnera. La loyauté est plutôt hiérarchique, pyramidale. Le modèle de l'employabilité est plutôt en réseau. Et c'est le fait d'être mobile, mobile géographiquement, par exemple, qui va faire, en fait, à un moment donné, la garantie, parfois même, de mon parcours. Et moi, de mon point de vue, alors, dans un hôpital, dans une association de belle taille, dans une ETI, dans une administration publique, les deux modèles, et avec eux, je dirais, les systèmes de motivation qui les accompagnent, coexistent. Et donc, nous sommes en train de vivre ce passage de la pyramide au réseau sans qu'aucun des deux termes, je dirais, ne disparaisse. J'en appelle beaucoup, moi, à l'association des formes. Et je crois qu'un des grands enjeux de l'équipe dirigeante, des partenaires sociaux, c'est de créer un socle culturel commun avec des personnes qui, précisément, sont dans au moins un modèle et vont visionner, en fait, avoir je dirais, une importance de leur parcours au regard de ce type de motivation. Et puis, ça occasionne des différences culturelles non négligeables. Dans le premier modèle, par exemple, la loyauté, historiquement, on ne parle pas d'argent. Heu, on on va voir son DRH et le DRH vous répond: «T'inquiète pas, ça viendra». C'est-à-dire qu'il n'est pas digne, de parler d'argent. On va, en arrière-fond historique, avoir des systèmes de pensée, voire même des croyances religieuses qui vont nous amener à penser qu'il y a beaucoup plus que les choses qui se monnaient. Dans le deuxième modèle, on va parler package de rémunération très tôt, très vite. Et là, je sais que c'est un thème qui vous intéresse aussi, Guillaume. On va pouvoir voir, et notamment chez des tout jeunes, des comportements en entretien de recrutement assez différents, qui vont d'ailleurs m'inviter, moi, à être dans ce que j'appelle souvent l'étonnement volontaire. Je comprends. Et justement, c'est, ce que je retiens là, notamment le conflit de génération potentiellement, c'est un point? Oui, et en fait, le conflit inviterait à penser que quand on connaît l'âge de quelqu'un, on va forcément savoir dans quel type de ressort de motivation il se situe. Je ne crois pas que ça soit juste. Mmh. Je pense que le calque, en quelque sorte, de la génération, je préfère d'ailleurs parler de classe d'âge, parce que la génération renverrait à des valeurs, des attitudes et des comportements liés à cette classe d'âge. Quand tu connais l'âge de quelqu'un, en fait, il faut se méfier parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mmh. Et donc, c'est un calque. Il y en a d'autres qui se superposent et qui nous font découvrir la réalité sociale. Il y a évidemment ma trajectoire de vie, ma situation de handicap potentiel, visible ou invisible. Il y a mon origine sociale, il y a mon éducation, l'ordre dans la fratrie. Enfin, il faut Mmh. superposer les calques. Ça, c'est très, très important. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que c'est peut-être trop schématique Je d'opposer des crois, des des âges, en effet, oui. je crois. Ça l'est parce qu'en fait, ça nous amène à souligner ce fait que nous sommes pluridimensionnels et que si je te dis: «Tiens, tu réagis typiquement comme ça», il y a quelque chose en moi qui va se déclencher pour m'amener à agir autrement. Donc nous Mmh. sommes un tout petit peu un tout petit peu libres de nos déterminismes et donc c'est une indication, oui, tout à fait. Pour autant, il y a des différences, à mon avis, de représentation par rapport à ces modèles d'organisation et cette évolution de carrière. Et justement, c'est un sujet dont vous parlez dans certains ouvrages, notamment, c'est la Oui, coopération entre les générations et potentiellement oui. ce transfert, ce partage de connaissances. Et une question que je me pose par rapport à ça, c'est quelle est la place de l'entreprise, justement, dans cette notion de partage, de connaissances et notamment la progression de ses employés? Pour le dire autrement, est-ce qu'on doit attendre de l'organisation qu'elle organise notre progression? Ah! C'est une très belle question, oui. Hem, dans le modèle de la loyauté que j'évoquais, modèle du temps long, hiérarchique, pyramidal, une des grandes forces du modèle, c'est qu'on t'apprend ton métier.
C'est-à-dire que par la force de la transmission d'un certain nombre de savoir-faire, mais aussi de faire savoir des compétences relationnelles. Toi qui entre chez nous et qui est plus jeune, hein, c'est l'idée du modèle hiérarchique pyramidal. Eh bien, on va t'accorder, en fait, du crédit et si on te perçoit comme compétent, on te fera rentrer d'une certaine manière dans notre communauté professionnelle et ensuite on pourra se poser en société par le travail. C'est quand même la promesse du modèle. Dans le modèle de l'employabilité, ceux qui font notre carrière sont des gens qui nous identifient sur le marché du travail, pas dans l'organisation et qui vont savoir nous rendre mobiles. Mais dans les 2 cas, qu'est-ce qu'on attend? On attend en fait d'apprendre et pour les peut-être les plus ambitieux, quand on est là où on opère, on veut apprendre à apprendre et ça m'apparaît très important et je pense que c'est aussi quelque chose à mettre en lien avec, les personnes peut-être les plus méritantes. Elles continueront de rester chez toi dans ton équipe, dans ton entreprise, si elles sont convaincues qu'elles apprennent pour ailleurs. Et Mmh. ça, c'est quelque chose, je pense, qui est en évolution. J Un de mes amis dit: «Ils votent avec leurs pieds, ils votent avec leurs pieds, ça me plaît pas, je pars» et il ajoute souvent: «Ce sont des personnes qui veulent manger le dessert en premier. J'aime beaucoup ça, cette expression-là, parce qu'elle n'est pas celle de consuméristes, patentés. Non, 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 non. Ce sont des personnes qui veulent avoir une proximité managériale importante et qui veulent apprendre au contact de personnes qui vont leur donner des clés de compréhension, des grilles de questionnement. Donc Mmh. c'est presque la morale de l'histoire. Ne traitons pas, l'autre en automate, acceptons sa capacité à être acteur et la deuxième chose, c'est, la personne restera chez toi, dans ton association, dans ton club de sport, dans ton entreprise, qu'à la condition qu'elle est toujours convaincue d'enrichir son portefeuille de compétences, Guillaume. Mmh. Ouais, donc c'est proposer un parcours plus qu'un poste, Exactement, ça, c'est tout à fait juste. Proposer plus une valeur d'emploi et clarifier la valeur d'emploi. Pour moi, quand on est dans une situation de management, on doit être un créateur d'environnement apprenant. Ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et c'est vrai dans le modèle de la loyauté, que je mentionnais, le modèle du pair, plutôt le latin et c'est vrai aussi dans le modèle de l'employabilité, plutôt anglo-saxon, modèle des pairs, P-A-I-R-S. Et dans les 2 cas, en fait, on doit accepter l'idée de cesser de parler de poste en découpant les tâches et en contrôlant les temps. On voit bien comment, le télétravail et la crise sanitaire ont redessiné, en fait, ce rapport au travail en équipe déspatialisée. Mais on doit clarifier la valeur d'emploi. Voilà les 6 ou 7 compétences clés que tu vas acquérir chez moi, toi qui as intégré notre équipe et qui fonctionne bien avec nous. Le savoir-faire, technique, le faire savoir relationnel, le savoir-faire faire, la dimension projet, la capacité à écouter activement. On va la développer avec nous et avec toi. La capacité à se critiquer soi-même. Voilà, Guillaume, en quelques mots, hein, les 5 ou 6 compétences clés que l'on doit s'attacher, en fait, à clarifier. Puis ensuite, on doit créer et ça, je sais que ça vous êtes attaché aussi à ça et on ne doit pas le faire comme autrefois. On doit plus créer, je dirais, de situations apprenantes que de parcours de formation classiques. On a toujours fait comme ça, bah, justement pas dans cette dimension de la formation et de l'accompagnement et mmh, ça me quelque chose, je pense, qui souligne le fait qu'on rend service à quelqu'un si on l'invite à être acteur de son parcours professionnel. Mais là, on doit intégrer à notre réflexion, en fait, qu'on n'est pas tous sur la même ligne de départ et qu'on doit accepter, en fait, qu'il y ait des différences importantes de capitaux sociaux, culturels, de carnets d'adresses et on doit aider ceux qui n'en possèdent pas ou qui en possèdent peu. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important aussi. si jamais vous avez une liste d'entreprises qui ont fait ce chemin de d'avoir Oui, réfléchi à ce point ah, j'en ai à tout ça et et ouais et souvent d'ailleurs, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'elles ont fait le pari aussi d'équipes de petite taille. mmh, Ça peut être des grandes structures, mais qui ont bien compris que les grands paquebots sont anonymes et qu'il est beaucoup plus intéressant, en fait, de naviguer en flottille et donc ça nous amènerait presque, à une troisième configuration. La première, la loyauté, la pyramide. La deuxième, le réseau et cette idée d'employabilité, mais on voit bien la face sombre, hein. C'est la fatigue, l'usure de quelqu'un qui va être mobile comme ça géographiquement, professionnellement et puis là, dans notre conversation s'ouvre une troisième configuration, une troisième perspective. C'est cette idée, moi, que j'appelle d'archipel et notamment, alors il y a plein de choses à dire, mais cette, image du slasher.
Le slasher, c'est quelqu'un qui va avoir en tête et avoir la volonté de vivre des expériences professionnelles en des terrains très différents. Il a en tête d'être expert comptable car c'est son parcours naturel, on va le dire comme ça, ou en tout cas c'est sa scolarité qui l'a amené à devenir expert comptable et donc il est méritant, lundi, mardi, mercredi. Mais il fait bien comprendre à son employeur que le jeudi, lui, dans ce qui l'anime, et ce qui lui fait vivre, je dirais fortement, des passions au pluriel, comme des îlots d'un archipel. Le jeudi, en fait, il développe une activité de sculpteur, un site internet qui lui procure un bénéfice supplémentaire, une rémunération, qui s'ajoute et il a comme ça le bonheur de l'immersion en différents mondes. Le vendredi, 1 fois sur 4, il distribue des repas dans une association car pour lui, c'est très important de contribuer et avoir une utilité sur un territoire. Là, on a en fait une troisième figure qui se dégage, hein. C'est celle pour moi de personnes qui font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. C'est cette figure de l'archipel. Elle concerne peu de personnes. Et j'ai bien conscience en disant ça qu'un des plus grands risques, c'est une injustice foncière entre des personnes qui sont rivées, sédentaires à l'atelier de production et qui n'ont pas les moyens encore, parce qu'elles n'ont pas pu grandir dans le système de formation pour être mobiles, et puis ces jeunes et ces moins jeunes, hein, des moins jeunes qui réinventent leur vie, qui veulent être dans cette perspective du slasher. Vous en connaissez, Guillaume, des personnes autour de vous qui ont cette figure du slasher? Vous en avez un devant vous et je pense que j'en connais 2, 3 autour de moi, mais je pense que euh, ça reste peut-être, je pense, une petite minorité C'est ça, et en rentrer dans nombre. un modèle, enfin, les deux autres modèles dont vous parliez sont quand même encore largement prédominants. Oui, je pense. Euh, et justement, j'avais une question volontairement naïve, mais qu'est-ce qui nous amène justement à recruter des gens qui en général nous ressemblent plutôt? Ah, je crois que c'est d'abord l'état de fatigue. La première chose qui me vient à l'esprit. Si tu es fatigué, tu as toujours tendance à pas forcément vouloir sortir de ta zone de confort et donc tu vas naturellement, avoir un biais de confirmation. Tu vas avoir tendance à t'entourer de gens qui te ressemblent. Ça, c'est la première chose. Aller à la rencontre de l'intelligence de l'autre et notamment d'une personne talentueuse, c'est faire un travail sur soi. C'est une morale de l'énergie. Il faut vouloir, vouloir. Vouloir, vouloir, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas, dans un entretien, notamment de recrutement, confirmer trop vite. Il faut suspendre son jugement. Ça, c'est la première chose et si vous voulez, je pourrais approfondir un peu ce point. Il faut ensuite distancier son regard avec des personnes qui sont très intéressantes, mais qui ne pensent pas comme moi et qu'on appellera en management de ressources. Et puis la troisième chose qu'il faudrait faire, c'est expliquer comment on a l'impression de fonctionner. Et dans notre société, on ne passe pas assez de temps à expliquer à l'autre comment on a l'impression de fonctionner et surtout ce sur quoi j'ai l'impression de ne pas transiger. Donc d'expliquer en quelque sorte ce qu'une amie, évoque en disant: «Mon mode d'emploi». Je crois tout à fait à ça. Suspendre son jugement, distancier son regard, je dirais profiter d'un effet miroir avec des personnes qui ont le courage de te dire des choses que les autres te disent plus ou pas et expliquer comment tu fonctionnes. Et donc vous avez raison Guillaume de souligner ce point. Quand on a peu de candidatures et en ce moment les marchés sont en tension très fortement. Quand on a peu de temps, quand on a l'envie que ça marche, on est souvent pris dans un piège, un premier piège. C'est qu'on a tendance à chercher chez la personne des qualités qu'on m'aurait données à moi il y a 10 ou 15 ans. Mmh. Et on va baisser le niveau d'exigence, mais surtout, en fait, on va aller trop vite à la confirmation. Un bon entretien, notamment de recrutement, c'est un entretien où on a changé d'avis sur la personne au cours des 45 minutes du processus ou parfois un peu moins en termes de temps. On doit avoir exploré. Et donc, un des enjeux managériaux, c'est l'étonnement volontaire. Créer un espace de parole, notamment, pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas réellement envie d'entendre. Et ça, c'est le signe d'une bonne santé. C'est le signe même d'un bon niveau de, je dirais, d'attention. On écoute activement et on se prépare à créer cet espace que j'appelle aussi apprenant et qui fait le lien avec votre question sur les compétences en organisation. Ne pas juger trop vite et accepter l'idée, en fait, de ne pas faire totalement confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Pendant au moins quelques minutes, en tout cas. On doit considérer son intuition, sa bonne première impression, comme une gare de départ d'un voyage apprenant. Mmh. Ça, j'en suis convaincu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué
au cours des milliers d'entretiens que j'ai pu faire dans ma carrière, et je continue dans les univers de la recherche, de l'entreprise privée, des administrations publiques, du coaching aujourd'hui. Ne pas confirmer, explorer et accepter d'être percuté dans ses évidences. Car la première caractéristique pour moi, Guillaume, d'une personne talentueuse, c'est qu'elle est différente. Elle t'amène à revisiter parfois ton modèle culturel. Moi, mon modèle culturel, c'est la loyauté. C'est l'idée que je donne énormément d'investissement personnel en échange d'une protection de parcours. Et j'ai pu considérer dans ma vie, à différentes reprises, qu'il existait d'autres modèles et que d'une certaine manière, les personnes qui voulaient être fun et carpe diem, manger le dessert en premier, avaient aussi leurs raisons. Voilà. Mais la personne talentueuse, sa première caractéristique, c'est d'être différente. Ça, pour moi, c'est le prérequis. Et Et ensuite, on… c'est Oui, ouais, c'est dangereux. Enfin, la différence, c'est compliqué, pour ne pas elle dire est dangereux. compliquée. Elle m'amène à l'inconfort. Ouais. Elle me percute dans mes évidences. Elle m'amène parfois à déserter. La première fois, je le raconte souvent, mais la première fois où une personne dans mon bureau m'avait demandé pour un poste en marketing de chef de produit, donc premier niveau d'encadrement, et pour un CDI, Guillaume, hein, comme quoi notre conversation, elle se situe dans un temps qui évolue. Un CDI, pour moi, dans la loyauté, c'est le Graal. Et évidemment, tout ça change. La personne m'avait demandé: «Est-ce qu'on doit venir, monsieur, en CDI? Je travaillais chez vous tous les jours». Et je lui avais répondu du tac au tac, comme un réflexe: «Ici, on travaille 5 jours sur 7. Le sixième et le septième, on réfléchit à ce qu'on fait». Ça ne l'avait pas mis en forte motivation. Ça n'avait pas créé chez elle de désir agissant. J'avais poursuivi l'entretien, mais j'avais été en situation, comme le disait Yankelevitch, de vouloir vouloir. C'est-à-dire, en fait, j'avais bien en face de moi quelqu'un qui était énergivore, chronophage et ressourçant. Mmh. Ressourçant au sens où il m'amenait à voir, d'une certaine manière, mon parcours et revisiter l'organisation sous un autre angle. Mais il faut faire un effort, hein. C'est pour ça que le management est une morale de l'énergie. C'est quelque chose qui nous amène à nous étonner volontairement. Ma première intuition, en fait, si je m'étais écouté complètement, j'aurais proposé à ce garçon, en fait, à ce jeune homme, de partir de mon bureau. Il me déconcertait trop, en fait. Et on a poursuivi l'entretien, et quelques minutes plus tard, il m'a regardé à nouveau fixement. Je me suis dit: «Il m'avait arrivé quelque chose», et il m'a demandé avec bienveillance: «Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise?» Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu d'autres événements comme ça dans ma vie. J'ai pris conscience de cette évolution de la pyramide hiérarchique, la loyauté, vers d'autres modèles, et que nous étions dans ce moment de la remise en cause très forte de la centralité du travail dans nos existences. Vous m'auriez connu, Guillaume, j'en fais la confession, mais il y a quelques années, j'étais capable de dire à quelqu'un à 18h30: «Tiens, tu prends ton après-midi». Mmh. Donc, du point de vue du rapport au temps, j'étais dans le présentéisme. J'ai appris avec le temps que le talent n'est jamais dans le viseur du chef, sous les yeux et sous la main. La personne talentueuse, et elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de couleur de peau spécifique, elle n'a pas d'adresse postale spécifique. Nous sommes tous porteurs de compétences, et potentiellement, nous pouvons aller vers ce chemin du talent. Le talent est sur le radar, et Mmh. ça, c'est quelque chose qui me semble magnifique. Justement, ça me fait me poser une question. Donc on a parlé du Ouais, talent, donc comment intégrer qu'est-ce qu'un talent et comment l'intégrer à une équipe? oui. Mais du coup, la question que je me pose, c'est, quel est le rôle du manager, en fait? Est-ce que lui-même Ah peut ouais. être un talent pour intégrer des talents? Ah ah! Et la C'est position du on parle beaucoup depuis un certain temps du manager coach plus que Oui, oui. qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'ai toujours été un peu perturbé par cette appellation du manager coach. Pourquoi? Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui fait grandir, qui va créer un espace de parole pour pouvoir, mieux se connaître, et je insistais beaucoup sur l'interaction, et c'est pas quelqu'un qui va sanctionner. Or, pour moi, une personne qui manage, elle doit aussi, dans son portefeuille de responsabilité, pointer la sous-performance quand elle est là. Donc cette appellation du manager coach a toujours été pour moi un peu ambiguë. Pour moi, un manager, la première chose qui me vient en tête, c'est l'étonnement volontaire. C'est accepter que quelqu'un en face de moi fonctionne avec d'autres modèles, le culturel, d'autres systèmes de motivation, et que, avant de le juger trop vite, il faut d'abord que je comprenne les raisons qui l'amènent à travailler comme il travaille. Et donc ça a été une large partie de mon existence, à travailler sur ce qu'on va appeler le management interculturel. La deuxième chose, c'est que si on veut bien faire, de mon point de vue, on doit savoir fixer un cap et un cadre.
Alors, quand j'accompagne un manager ou des dirigeants, je leur pose toujours ces 2 questions. La première, c'est: quelles sont les 5 bonnes raisons de rejoindre ton équipe qui existent peu ou pas, dans l'équipe d'à côté ou l'équipe amie? Ça, c'est la première question. Pour se montrer attractif, on doit connaître ses forces. Pour connaître ses forces, il faut faire ce travail. Les 5 bonnes raisons de venir chez toi ou d'écouter notre podcast ou d'être, en lien, qui existent peu ou pas dans un podcast ami. Et puis la deuxième question que je pose souvent, c'est en conscience, quelles seraient les 5 raisons de te quitter? Au sens de quitter l'équipe. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler l'étoile, le cap, le sens des pourquoi on est là, à ce moment de l'histoire. Et puis je crois, moi, qu'une personne talentueuse et plus largement l'ensemble de nos équipes ont besoin d'un cadre. Et le cadre, ça va être dans un premier temps comment on fait. Donc donner les moyens, pour bien faire les choses et clarifier ce qu'on attend. Et puis la troisième chose, mais qui est toujours dans ce cadre, c'est pointer la sous-performance quand elle est là, chez des personnes qui peuvent être de mauvaise volonté, ou pire, qu'on n'a pas su accompagner, et nous sommes responsables. La meilleure manière de désespérer une personne talentueuse, c'est de ne pas pointer la sous-performance quand elle est là. Et donc un manager doit s'étonner volontairement, doit fixer un cap et un cadre, et puis, il doit nous amener à un élan collectif qui fait que, ben, on va, en profitant de la délégation, pouvoir co-construire un certain nombre d'actions, de décisions. Et là, on est sur une autre thématique qui me passionne depuis longtemps, cette thématique des entreprises dites apprenantes, dans lesquelles on sait réviser ses modèles mentaux, hein, c'est l'expression qu'on emploie, hein. On sait mettre à distance, un peu, ses habitudes ou ses évidences, suspendre son jugement. Puis après, on va faire ce travail de lien entre les personnes et d'essayer d'associer, en fait, des forces et de domaines d'amélioration. C'est un peu un travail de design qui me semble très intéressant. Chacun est à sa place, mais avec toujours cette idée que dès qu'on évoque cette place, on évoque pour lui l'après-après. On lui demande notamment, «Qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu aurais envie de devenir dans 5 ans?» Quand je dis: «Guillaume, on lui demande», c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, une personne talentueuse, elle va venir te voir et elle va te le demander directement. Mmh. «Où est-ce que tu me vois dans 5 ans?» Et puisque nous sommes dans cette PME innovante, mais où il y a peu d'étages hiérarchiques, on n'est pas très nombreux, qu'est-ce que je peux faire à ton avis sur le marché de l'emploi tout court? Et en fait, il faut répondre à cette question parce que c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est une invitation à la co-construction et tu fidéliseras les meilleures personnes autour de toi si tu partages avec elles leur projet de vie. C'est ce que j'appelle souvent dans mes travaux, dans mes livres, mes conférences, l'après-après. Et donc, ça, c'est quelque chose, qu'il faut, travailler. Parce que dans le modèle de la loyauté, que j'évoquais au début de notre entretien, on va plutôt être dans le secret. Quand on a de très bons éléments, on va les cacher. Éventuellement, on les étouffera et on ne saura pas faire vivre ce partage du projet de vie. Je crois beaucoup à ça. Si tu veux être utile à quelqu'un, dessine avec lui son avenir à 5 ans. Parce que en le fixant, cet avenir à 5 ans, tu pourras en fait ensuite ordonner et lui proposer des situations apprenantes qui vont l'amener véritablement à devenir ce qu'on a envie qu'il devienne. C'est un cadeau qu'on lui fait en même temps qu'un devoir de, je dirais, d'écoute active. Je comprends. Restons un petit peu sur le parcours du Ouais? recrutement. Donc on a parlé Ah un oui. petit peu de vous avez listé un petit peu les questions tout à l'heure de Oui, oui, qu'est-ce oui. qu'en tant que dirigeant, on doit se poser comme question avant de se mettre à Avant, recruter aussi, voilà. avant, tout à fait, pour Voilà. être attractif, oui, connaître Ouais. ses forces. Mmh. Hem, Pendant le processus de recrutement, vous partagez aussi beaucoup dans vos Oui, différents oui, livres et oui, interventions. Le oui, process de recrutement, vous avez notamment une grille d'évaluation que je trouve très 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 claire et oui, très très accessible. Il y avait un point notamment que je trouvais intéressant, oui, dites-moi, dans avec le livre plaisir. du manager, c'est, de ne pas être physiquement statique Ah, tout souvent à quand fait. quand on recrute, ouais. Ah, je crois beaucoup à ça. Un bon entretien de recrutement, je le synthétise comme ça, c'est jamais en un seul lieu physique, c'est jamais en une seule fois et c'est jamais tout seul. Alors si on approfondit un petit peu, pour moi, d'abord un entretien de recrutement, c'est une rencontre. Donc on doit accepter l'imprévisible. C'est pas un rendez-vous. Un rendez-vous, ça se programme. Une rencontre, c'est un devoir de faire naître un espace pour qu'il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça, c'est vraiment la première chose. Et, pas même et, quand on marche avec quelqu'un, on passe de la convivialité à l'intimité. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. D'abord, notre corps va se mettre davantage en mouvement. On va élargir notre champ de perception.
2e chose, on va donner sa chance, ça c'est un point très important pour moi aussi, à des personnes qui peuvent être, impressionnées par l'espace physique du bureau qui est un lieu de pouvoir. Je dirais par la dramaturgie des entretiens classiques qui souvent renvoient, au jury d'école ou à des processus, scolaires et donc il s'agit, dans notre conversation de ne pas faire comme avant et si possible d'améliorer les choses. Donc on a toujours fait comme ça, mais en recrutement justement, on va plus faire comme ça. Marcher avec quelqu'un, c'est passer, je le disais, de la convivialité à l'intimité, c'est donner sa chance notamment à des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas forcément tout de suite les mots. Ils sont pas dans cette facilité de l'art oratoire, mais ils ont en fait, des compétences magnifiques, mais qui sont souvent cachées. Ça renvoie pour moi aussi à la personne talentueuse. Ces compétences sont souvent inattendues. C'est à nous, en fait, en nous mettant en mouvement, les philosophes grecs, hein, les péripatéticiens, on avait fait, une forme de sagesse. On marchait en petite communauté choisie en regardant dans la même direction et à ce moment-là, en fait, la personne se met en mots beaucoup plus facilement. Et donc, c'est pareil aussi, vous évoquiez, Guillaume, BMW, des sociétés automobiles. Quand tu es, en voyage, avec quelqu'un, en transport en commun, en automobile, et que tu es à côté d'elle, de la personne, elle va te dire des choses qu'elle ne te dirait pas spontanément les yeux dans les yeux. Elle cesse de se poser en s'opposant. Et là, on passe du «ou» au «et» qui est, quelque chose qui m'anime beaucoup et dans cette perspective du «et» en fait, la marche, est absolument essentielle. D'ailleurs, je crois moi que dans quelques années, on aura bien compris que les entretiens supposés d'évaluation, d'abord, ce seront des feedbacks réguliers beaucoup plus fréquents et l'autre chose, c'est qu'on marchera. On marchera ensemble à 2 ou à plusieurs pour pouvoir faire advenir une vérité. C'est ce que j'avais fait avec ce candidat qui m'avait demandé: «Est-ce qu'on doit être là tous les jours? Est-ce qu'on s'amuse chez vous?» On avait marché ensemble et il m'avait tiré par la manche comme ça, comme quoi c'était pour moi, le devoir de suspendre mon jugement et il m'avait dit ceci à l'époque, il y a plus d'une quinzaine d'années: «Monsieur, je crois que je vais venir chez vous et le mardi, je fais de la calligraphie japonaise à 17h». Je crois que c'est le fait de marcher ensemble qui m'avait amené en fait à supporter en quelque sorte cette possibilité et Mmh. ensuite on l'a recruté et cette personne a fait partie de nos meilleurs éléments donc j'ai eu raison de m'étonner volontairement. Jamais en un seul lieu physique. 2e idée, jamais en une seule fois. Je sais que ce que je dis est beaucoup plus difficile en ce moment parce qu'il y a pénurie de ressources dans beaucoup de bassins d'emploi qui sont en forte tension, mais je préfère 2 réunions courtes en distance, Teams, Zoom, Skype, de 7, allez, j'exagère peut-être, de 10 à 12 minutes et on revient une 2e fois à 1 ou 2 journées pour croiser les regards. Je vais utiliser en fait une image que et je vais assumer cet idéalisme. Pour moi, une rencontre, et un recrutement, c'est une rencontre avec une œuvre d'art. Quand vous aimez une œuvre d'art, vous vous déplacez dans le musée ou dans le lieu où elle est. Donc vous êtes physiquement mobile. Puis après, vous revenez la voir, jamais en une seule fois. D'ailleurs, il faut beaucoup se méfier de ses propres humeurs, hein. Quand on se connaît avec le temps, on sait qu'il y a des moments dans la semaine ou dans le calendrier où on est moins enclin à aller à la rencontre de l'intelligence de l'autre et à s'étonner volontairement. Puis la 3e chose, alors c'est un point important pour moi, c'est jamais tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut, de mon point de vue, avoir 2 personnes, dans un dispositif good guy et bad cop, hein, méchant, gentil. Non, 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 parce que là, on réactive des schémas qui me semblent un peu conventionnels et à mon avis inefficaces. Mais c'est croiser les regards en s'entourant de personnes que j'appelle ressources, qui vont avoir cette caractéristique, c'est que assez fréquemment, elles viennent me voir pour me dire à moi des choses utiles sur moi, ma personnalité, mon tempérament, ma manière de faire que je n'ai pas envie d'entendre. Et ça, c'est le 3e élément de notre triangle là. Jamais en une seule fois, jamais en un seul lieu physique et 3e chose, jamais tout seul. Ce candidat, on l'avait fait rencontrer à d'autres personnes dans le processus et il avait attiré l'attention d'un certain nombre de personnes qui ne pensaient pas le travail comme moi et donc du coup, on avait comme ça démarré aussi la cooptation, hein. C'est un point important, hein. On doit envisager le recrutement comme, d'une certaine manière, une première étape à la fois de la cooptation et je dirais, de la densité d'un archipel de relations. Parce que quand quelques semaines plus tard, la personne fera face à une difficulté, si l'entretien a été de belle qualité, c'est la personne qu'on reviendra voir et à qui on posera une question parce qu'elle est dans son champ d'activité. Mmh. Je comprends. Sur la phase d'intégration d'une nouvelle Oui, personne au sein de l'entreprise oui, justement, est-ce qu'il y oui. a quelques conseils à Oh à oui, j'en ai partager? oui, d'abord, en fait, systématiser la note d'étonnement. C'est quelque chose que l'on pratique souvent, le rapport ou la note d'étonnement. Alors, notre thématique, c'est: «Ne faisons plus comme autrefois si ça vaut le coup».
Ben moi, je pratique depuis quelques années la note d'étonnement en images. Quelles sont les 5 ou 6 images? Alors la personne va les choisir sur internet, hein, elle va être actrice encore une fois de son, intégration et puis aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui me les envoient quand, j'intègre en association, par exemple. Elles me les envoient sur mon téléphone et elles m'envoient des images, ou même des petits films, des petites pastilles. C'est ça leur mode de communication aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui vont avoir cette pluralité des canaux de communication. Les mots, les images, la vidéo, les réseaux sociaux, la micro-conversation du type WhatsApp. Il faut aussi se suspendre son jugement et accepter ça. Et donc ça, c'est un point important. Les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir dans notre équipe et vous créez l'espace et à ce moment-là, la personne vous développe ces images. C'est un appui formidable à la conversation. Vous-même d'ailleurs, vous pouvez, dans une, symétrie de la relation, choisir 2 ou 3 images qui vous font penser à notre, activité, notre entreprise ou le lieu dans lequel nous sommes et alors toujours 2 fois. On va donner le signal à la personne que l'on accueille que, elle se prépare dans 3 semaines après son arrivée. On développera avec elle, en quelque sorte, la photographie et on profitera de ces images. Elle nous expliquera, en fait, ce qu'elle voit, elle, et que nous, on voit parfois plus. Et puis toujours 2 fois. 3 mois plus tard, par exemple, on reprend cette conversation et on lui redemande: «Est-ce que c'est les mêmes images? Est-ce qu'elles ont changé?» Ce sera un temps pour nous aussi d'évaluation. Alors ça s'appelle la note ou le rapport d'étonnement en images, mais j'aime beaucoup aussi, le petit déjeuner dirigeant, notamment dans des structures où il y a des recrutements qui sont fréquents, qui sont importants en nombre. Vous invitez là encore 2 fois. La personne qui dirige, l'entreprise, peut avoir le souci, elle l'a souvent, d'être au plus proche de ses équipes. Elle invite, 5 personnes qui sont nouvellement recrutées, de toutes conditions, de tous âges. On part de cette idée. On sait bien que certains seront très à l'aise, dans la prise de parole et l'interaction, d'autres seront beaucoup plus discrets. On le sait et d'ailleurs on peut le dire. Et quand ils viennent à nous, on leur demande de venir avec 2 images. 2 images qui témoignent de leur étonnement depuis qu'ils sont chez nous. C'est un support à la conversation. On fait un tour de table, égalitaire et à ce moment-là, en fait, on réinvite une deuxième fois pour donner sa chance à ceux qui ont été discrets, mais qui sont extraordinairement aussi, perspicaces ou qui ont de l'acuité. Et cette deuxième fois, elle crée la confiance et dans ce deuxième petit déjeuner dirigeant, à ce moment-là, on donne un thème. Ça peut être les 5 raisons de venir chez vous, selon vous. Chez nous, selon vous. Ça peut être, les 2 actions RH à mettre en œuvre tout de suite. Ça peut être, autour d'une notion, l'innovation, la performance. On donne un thème et on structure notre déjeuner, notre petit déjeuner dirigeant pendant une petite heure et à côté de soi, si on est dirigeant, on a quelqu'un de ressources, qui a le courage de vous dire des choses, en fait, que les autres ne voient plus ou pas et qui vous donnera un retour aussi sur la manière dont on a été nous. Notre prise de parole, notre souci d'avoir, le partage, je dirais, du dialogue entre chacun. Bon, ça, c'est un deuxième outil, en quelque sorte. Le petit déjeuner dirigeant, je pense que c'est une excellente façon de faire. Ça ouvre la porte à toutes et tous. Mmh. Et ça permet de s'étonner volontairement. Ça permet de créer ces espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui est pour moi une des grandes qualités, d'un d'un monde social en métamorphose et heu et tout simplement de cette, pyramide hiérarchique qui est percutée dans, je dirais, la primauté de son modèle. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Il y a une fan ça me fait penser à un exercice que je propose souvent aux Ouais, dirigeants et managers, c'est de faire profiter des nouveaux arrivants pour leur dire: «OK, oui, ben, prenez un processus sur lequel potentiellement vous allez vous-même intervenir et documentez-le. tout à fait. Expliquez-moi comment il se passe, qui fait quoi, comment, pourquoi et cetera Ah oui. et sur cette base-là, dites-moi, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous semble, pertinent, Ah moins pertinent et cetera et et vous d'engager justement l'échange et potentiellement l'amélioration avec un complètement. regard neuf de quelqu'un qui arrive et qui est pas entre guillemets déjà, «formaté» par le Oui, fonctionnement de complètement. l'entreprise, oui. C'est très, très important. De la même manière qu'en vous écoutant, il y a plein de choses qui me viennent parce que comme technique, mais j'aime beaucoup, par exemple, sur un projet, anticiper la réunion qui va être nôtre en désignant une équipe pour, une équipe contre Mmh. et faire vivre la controverse. Je crois beaucoup à ce type d'animation. Je crois beaucoup à la rotation des responsabilités. Nous sommes trop habitués à voir toujours les mêmes personnes qui animent ou qui scandent le rythme d'une réunion. C'est une erreur. Partageons autour de cette et faisons vivre cette rotation des responsabilités.
Surtout dans un contexte où, et ça va nous rapprocher aussi, j'en suis sûr, une partie de ceux que l'on intègre ont, en certains domaines, une connaissance technique supérieure aux gens en place. Je pense notamment, en fait, aux univers, des systèmes d'information ou, certains champs de l'électronique. Donc là, c'est quand même quelque chose de neuf et donc face à cette, évolution du contexte et notamment des compétences acquises, il faut à mon avis davantage créer les conditions de reconnaissance et donc assez tôt, assez vite, aussi et plus vite à mon avis qu'autrefois, dire à la personne: «Tu disposes de compétences et d'une manière d'être qui me semble tout à fait pertinente et on compte sur toi». Moi, je viens d'un modèle de la loyauté, j'associerais aussi à ça un modèle de la pudeur. Quand quelque chose fait quelque chose de bien quand quelqu'un, pardonnez-moi, fait quelque chose de bien, j'ai tendance à considérer culturellement que c'est normal. C'est ça aussi vouloir, vouloir, hein. C'est à la fois comprendre cette évolution des modèles d'organisation qu'on a esquissés, penser cette dynamique managériale, ce renouveau autour de l'étonnement volontaire et la suspension de jugement, mais c'est aussi à un moment donné faire un effort sur soi-même pour cesser de compartimenter, la personne qu'on est, ses émotions qu'on cache et le rôle social qu'on tient. Et ça, moi, alors là, sur un plan, peut-être plus, psychologique, je suis frappé, en fait, des attentes de jeunes et de moins jeunes qui veulent qu'on s'engage beaucoup plus tôt qu'avant dans ces sphères d'émotion. J'appelle ça l'enchevêtrement des sphères. Pour eux, c'est partagé en petites tribus d'appartenance. Pour toi, c'est intime. Bon, j'en donne un exemple, Guillaume, on pourrait en partager plein. J'enseigne depuis, j'ai le sentiment d'enseigner depuis toujours, depuis que je suis, praticien. C'est un conseil que je donne aussi, hein. C'est d'abord la meilleure manière de recruter que d'enseigner. C'est la meilleure façon de clarifier les compétences que l'on possède que d'enseigner. Et puis, c'est une formidable opportunité pour, se casser les os de la tête, pour rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui ne sont pas dans notre milieu social et qui ne pensent pas la même chose que moi, mais qui vont, me faire grandir. Et donc l'enseignement fait pour moi partie totalement de la boîte à outils du manager et de quelqu'un qui veut saisir ce qui émerge et qui veut être en pulsation avec, le cœur battant d'une société en métamorphose. Eh bien, quand j'enseigne, c'est pour moi alors une expérience incroyable de suspension de jugement et de distanciation du regard. Et je prendrai juste un seul exemple, je pourrais en prendre 1000 car vous sentez dans ma voix cette passion, je pense. À la fin d'un cours, enchevêtrement des sphères, à la fin d'un cours, Guillaume, aujourd'hui, et j'y réfléchis beaucoup et beaucoup de mes étudiants, notamment en école de commerce, mais pas seulement, me demandent, après m'avoir demandé, très sagement, «Monsieur» ou «Philippe, où est-ce qu'on peut trouver votre cours?» Et souvent la question, Guillaume, c'est: «Combien vous gagnez?» Ça, c'est une illustration pour moi d'un phénomène d'enchevêtrement des sphères. Pour eux, c'est partagé en petites tribus d'appartenance et la réponse que je pourrais donner, d'ailleurs je la donne, hein, je réponds toujours la vérité sur la journée, ils vont la partager en petites communautés choisies, vraiment, je voudrais vous dire ça. Ces jeunes et ces moins jeunes, ils fonctionnent dans l'archipel, ils sont dans un modèle polytribal. Je suis pas habitué, moi, culturellement à ça. Ça m'amène à sortir de mon confort là, hein. Je crois que ça fait bien écho à tout ce qu'on a le bonheur de partager depuis le début de notre conversation, hein. Ouais, absolument. Je voulais aller sur un terrain un petit peu différent, mais Oui, avec le plaisir. la relation est toujours la même. Justement, la notion de transformation digitale des Ah oui, entreprises. Hem, de mon côté, je travaille pour plusieurs, startups dans l'univers technologique et souvent, bah, le sujet, c'est de dire: «OK, on vous apporte une solution qui, en gros, va vous faire gagner en efficacité». Là où finalement, je trouve qu'il y a un manque, c'est on se focalise sur le digital et on occulte un peu le volet de transformation. ouais, tout à fait. Et que l'avancée technologique, heu, Oui, est là, en effet, mais on ne considère pas du tout, ou très mal, en tout cas pas assez, le frein majeur côté client qui va être l'impact tout humain à fait. de cette transformation. Et je repense toujours j'ai quelques années, j'ai discuté avec un DAF qui me disait: «Mais oui, la transformation digitale, c'est génial, je suis convaincu, ça va nous être très utile». Mais moi, ma problématique en tant que dirigeant, elle est pas technique, elle Non, est RH. elle est RH, oui. Et si la transformation digitale va permettre c'est pour permettre à mes collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, moi, mon problème, c'est qu'est-ce que je fais de la personne qui fait de la saisie comptable depuis 25 ans, qui est dans mon équipe et qui Mmh. potentiellement, est plus difficile à faire évoluer vers justement ces tâches plus forte valeur ajoutée?
Comment vous voyez, en tant que sociologue, DRH, justement, quel est votre regard sur la transformation digitale? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que si la personne, est en poste dans cette activité depuis 25 ans, c'est, moi qui dois me poser des questions sur ma capacité, en fait, à animer des parcours, des situations apprenantes, et j'ai eu certainement tort, en fait, de la mettre dans une situation de, je vais le dire comme ça, de sentiment précoce de fin de vie professionnelle. SPFVP, sentiment précoce de fin de vie professionnelle. C'est le fait de ne pas avoir, en fait, insisté sur qu'un avenir autre était possible pour elle, de ne pas avoir insisté peut-être suffisamment pour qu'elle redessine son activité, qu'elle acquiert de nouvelles compétences. J'ai pas été suffisamment insistant et progressivement, cette personne a pu se mettre en retrait et on la comprend, car d'une certaine manière, elle a été, amenée à quelque chose d'un peu monotache. C'est ma responsabilité de dirigeant que de clarifier les valeurs d'emploi et on le disait tout à l'heure, de ne pas être dans cette idée d'un poste à tenir uniquement. Si on veut être utile, il faut penser l'après-après et ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Parce que c'est un vrai enjeu, hein. Le sentiment précoce de fin de vie professionnelle, c'est la première fois où quelqu'un se dit: «Ça y est, c'est trop tard». Je suis par exemple, j'ai le sentiment d'être dépassé par des technologies que je ne maîtrise pas ou ne maîtrise plus et à ce moment-là, je vais volontairement, en quelque sorte, ou pire, inconsciemment, me mettre en retrait dans l'organisation et à ce moment-là, je vais, par exemple, quand on me propose de partir en formation pour grandir, je vais insister sur des choses qui me maintiennent au port, comme une ancre de carrière, en insistant sur, la durée des trajets entre ce lieu de formation et mon lieu d'habitation. Et en fait, progressivement, mon âge ou l'idée que je me fais de mon âge devient un mécanisme d'autocensure dans la manière que j'ai ou pas d'être acteur de mon parcours. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez raison d'insister là-dessus pour moi, la technologie ne peut pas en fait se comprendre ou je dirais, oui, se comprendre, se penser sans, l'usage, sans une sociologie des usages. Et moi, j'insiste beaucoup dans mes travaux sur 3 dimensions. Quand on déploie un processus technologique nouveau, on percute le rapport au temps, qu'on va appeler en anthropologie la chronémie, la le rapport culturel que l'on entretient au temps, donc la chronémie. On percute le rapport à l'espace, espace physique, espace, communicationnel de création de confiance via les écrans notamment et on a pu en fait prendre la mesure au temps du confinement, du déconfinement et de cette montée en puissance du télétravail. Donc on percute des évidences culturelles, des habitudes dans les usages qui sont propres à ce qu'on appelle la proxémie et la proxémie, c'est l'analyse culturelle de la distance physique. Serrer la main de quelqu'un, regarder quelqu'un, dans les yeux, derrière un masque au moment, de la crise Covid, c'est pas neutre, absolument pas neutre et donc ces petits temps qu'on prend à la pause, qui sont un rapprochement physique, qui est aussi un rapprochement de confiance, c'est pas neutre. Le sociologue Norbert Alter, dans son livre «Donner et prendre», insistant beaucoup sur les clés de la coopération, l'avait magnifiquement souligné et donc il faut gagner du temps à en perdre, c'est-à-dire que quand on est supposé perdre ce temps, on crée des espaces physiques de confiance qui ensuite vont nous être très utiles quand il s'agira de coopérer et de travailler ensemble. Parce qu'on saura se comprendre un peu, sans même parfois se parler. L'amitié est là ou au moins la confiance. Donc ça percute le rapport au temps, l'idée qu'on se fait d'un délai, d'un retard, d'une astreinte. On voit bien en fait comment les dispositifs technologiques souvent nous ramènent à un condensé, une immédiateté, une instantanéité qui percute en fait, mon bien-être même, psychologique. On est percuté dans le rapport au temps. On est percuté dans le rapport à l'espace et la troisième chose, c'est qu'on est percuté dans l'idée qu'on se fait d'une autorité qui est légitime et donc au total, souvent, il y aurait tellement de choses à dire, mais le déploiement d'un processus technologique ou d'un nouvel outil donne très tôt, très vite le sentiment aux personnes qui le reçoivent qu'elles ont de moins en moins de temps pour agir. On accélère en fait la nécessité de répondre. Donc votre espace temporel, Guillaume, se contracte et dans le même temps, vous avez de plus en plus de gens à qui vous devez expliquer ce que vous faites. Votre espace social se dilate, car ce processus technologique, si on l'a mal implémenté, si on n'a pas su associer en fait le milieu d'accueil à son déploiement, a fait qu'on a renforcé dans le même temps tableau de bord, critères de mesure, indicateurs de progrès. Et on voit bien en fait que l'on court un risque énorme dans notre société plus largement
c'est de passer de la relation humaine à la fascination pour le chiffre, pour la norme en surplomb, pour tous ces appareillages techniques qui nous oublient en fait de penser, cette intelligence de l'autre. Et ceux qui partent en général à la trappe les premiers, et là ça va faire un lien, je crois aussi avec notre conversation, ce sont ceux qui sont différents, excellents et généreux. 3 caractéristiques pour moi d'une personne talentueuse. Elle est différente, elle délivre du résultat, sinon c'est une petite star et elle est généreuse. Elle partage les tours de main et les pratiques. Eh bien, plus on accélère d'une certaine manière le rythme, plus on est dans l'inconfort et la fatigue, plus ceux qui désertent, mais qui sont souvent chassés en meute par des gens que j'appelle des pH neutres, Guillaume, qui deviennent parfois acides. C'est-à-dire que la personne talentueuse augmente le niveau d'exigence et au moment de ces processus techniques qu'on change ou de ces technologies qu'on implémente, eh bien, les personnes qui les possèdent et qui les possèdent avec aisance, on peut dire qu'elles sont compétentes, me renvoient moi-même à mon incompétence consciente. C'est ça aussi qu'il faut, et j'en suis sûr, vous le partagez, qu'il faut particulièrement, je dirais, faire vivre. Pour moi, quand on implémente un nouvel outil, quand on redessine une organisation, quand on vit un rachat, une acquisition, une alliance, on doit en fait lutter contre l'égalitarisme. Ça, c'est quelque chose, Guillaume, qui me semble très important. L'égalitarisme, en fait, c'est quelque chose qui amène au nivellement. On donne la même chose à chacun, quelles que soient les situations et les besoins réels. Pensez à des besoins de formation par rapport à un nouvel outil qu'on implémente. Eh bien, on a besoin de plus de temps pour des gens qui sont plus loin. La clé, pour moi, et même l'horizon, c'est l'équité. Et je vous en propose une définition. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Pour identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous, ce qui est ma définition de l'équité, que j'emprunte à la philosophie, c'est la nécessité pour nous de protéger les personnes talentueuses. Car les personnes talentueuses, par leur capacité à nous amener à faire rupture, à distancier notre regard, elles vont nous amener à ne plus faire comme on a toujours fait, mais en élargissant la part du gâteau à distribuer, elles ont raison de nous faire innover. Et donc, il y a cette dimension à la fois de lutte contre l'égalitarisme, de protection des talents et des usages qui sont liés à l'implémentation d'une technologie, m'apparaissent 3 conditions de réussite très, très importantes. Justement, j'enchaîne avec un autre type de personne, c'est peut-être la même d'ailleurs, Oui, vous nous direz, mais qui me semble parfaite pour éviter un petit peu le «on a toujours fait comme ça». oui, Vous en parlez dans l'homme ou la femme aux ressources. ah tout à fait. Ouais. Ah oui, 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 alors une personne ou une femme ressource, c'est quelqu'un sur un an, on peut les identifier. Sur un an, c'est quelqu'un qui est venu te voir assez fréquemment, on va dire 3 ou 4 fois, pour te dire des choses à toi utiles sur toi, ta personnalité, ton tempérament, la manière dont les autres te perçoivent aussi, qui t'a été utile, mais que tu ne voulais pas forcément entendre. On va les qualifier des femmes et des hommes ressources. On pourrait, aussi élargir notre regard à travers le fonctionnement, d'une cour. C'est la place importante du bouffon, au sens où il va nous amener à revisiter nos évidences. Il aura cette fonction critique. Il nous amènera en fait à cesser de sanctionner l'échec, mais pratiquer l'essai-erreur, l'expérimentation. Et donc c'est quelqu'un de c'est une figure très importante et moi, dans mon travail de coach, d'accompagnateur, j'insiste beaucoup là-dessus et à des personnes qui, mobilisent des équipes, qui dirigent des grandes organisations ou des entreprises de petite taille, mais fortement innovantes, je leur demande toujours: «Quels sont tes 3 ou 4 hommes et femmes ressources?» Femmes ressources ou hommes ressources. Des gens qui ont le courage de te dire ce que les autres te disent plus ou pas. Si tu n'en as aucun, prends-le comme un sacré point de vigilance, hein. Idéalement, au bout d'un an, il faut en avoir 3 ou 4. Et puis, c'est tout l'enjeu. Si on veut, en fait, ne plus faire comme on faisait avant, mais pour de bonnes raisons, c'est-à-dire d'accroître l'harmonie et le progrès de chacun, à ce moment-là, il faut transformer tes ressources en relais et se dire: «Est-ce que en situation difficile de management, en cas de coup dur, est-ce que je peux compter sur elles, ces personnes, pour d'une certaine manière diffuser des propos importants, pas avec moi, ou plutôt avec moi, mais pas à ma place?» Et donc ça, ce travail-là, alors dans un de mes livres, le livre du manager, j'ai un chapitre, sur cette, technique du sociogramme qui consiste à cartographier les réseaux sur lesquels on appuie notre pouvoir. Les femmes et les hommes ressources, des femmes et des hommes relais, des éminences grises, des bras droits et ainsi de suite. C'est un travail qu'il faut faire, 2 à 3 fois par an. Pendant une demi heure, se demander, mais en se plaçant au début en centre,
quels sont les leviers sur lesquels je peux agir correctement pour faire gagner en confiance? Et puis, Guillaume, une question qui me semble importante, qui a l'oreille des talents? Mmh. Si tu veux dire à quelqu'un qu'à tes yeux, il compte, il faut toujours penser au minimum en triangle. Et donc, il y a toi, il y a la personne que tu veux reconnaître et saluer, et valoriser, mais toujours avoir l'idée qui a son oreille et qui va lui dire avec d'autres mots que les miens, une autre grammaire culturelle, quelque chose qui va être utile aussi pour elle. C'est vrai pour valoriser, ça peut être vrai aussi pour pointer la sous-performance. Donc ça, c'est une notion, je crois, assez belle d'ailleurs, et qui me semble très utile. L'effet miroir de quelqu'un qui va m'amener à grandir. Et moi, ma responsabilité, c'est de créer un espace de parole qui devienne apprenant. On arrive déjà, à Oui, 1 heure d'échange, avec plaisir. je vais, en tout cas de mon côté, vous poser une dernière question Oui, justement, qui reste toujours sur la même thématique, on a toujours fait bien comme sûr. ça. Mais s'il y avait une seule chose qu'un dirigeant, un manager devrait faire autrement, ce serait quoi pour vous? S'il y avait Ah bah, ce qui me vient à l'esprit là, c'est renouveler nos pratiques d'évaluation. d'accord. Il y a plein de choses, mais cette idée-là. On a tendance à sacraliser, dans l'agenda, mais parce que, d'une certaine manière, on a toujours fait comme ça et puis il y a des contraintes extérieures qui peuvent être juridiques, qui peuvent être, collectives, qui amènent à fixer une fois dans l'année ce temps d'évaluation. Il est utile. Il y a des organisations qui ont un travail à faire pour, que ces temps de parole, en fait, soient, réels. Très bien. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, les personnes qui nous font grandir et qui vont nous amener à ne plus faire comme on faisait avant pour de bonnes raisons, sont des personnes qui veulent des feedbacks réguliers, une très grande capacité du dirigeant ou du manager à écouter activement, à créer ces espaces de parole. Et donc, si on devait changer quelque chose, la première chose que je changerais, peut-être, c'est ça. C'est reconfigurer, renouveler ces temps d'évaluation. Par exemple, Guillaume, moi, j'évaluais mes équipes en les emmenant avec moi enseigner quelque part. Et en les sécurisant, je leur disais: «La prochaine fois, vous prenez la parole aussi et je serai attentif à la manière dont vous allez comme ça, partager, faire naître des vocations» et je leur disais en transparence: «Ça fera pour moi partie de l'évaluation que je porterai et que je vous dirai quand il s'agira de parler de faire savoir, c'est-à-dire de compétences relationnelles. Est-ce que vous savez, de mon point de vue ou pas, varier vos registres de communication quand on change de public? L'enseignement, la participation à des jurys professionnels». En fait, ça rejoint aussi la notion d'archipel. Dans un archipel, en fait, on se déplace et à un moment donné, c'est notre mobilité qui nous amène à voir sous différents angles. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça s'appelle une métamorphose. Il en est de même, en fait, dans des processus innovants. Par contre, il y a un cap et un cadre. Le cap, c'est quelles sont les raisons qui font qu'on est là? C'est l'ancrage, les racines et le cadre, c'est ce qui me permet de déployer mes ailes. Et donc, nous avons, à mon avis, toujours cette responsabilité-là, de co-construire, de travailler ensemble pour définir un nouveau cap et certainement aussi un nouveau cadre. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Ça m'apparaît tout à fait en lien avec notre conversation. Ce devoir des racines et des ailes, où l'important n'est pas d'ouvrir forcément l'autre à la raison, mais de m'ouvrir moi-même aux bonnes raisons des autres. Ça Mmh. m'apparaît quelque chose d'assez sage et j'essaye tous les jours de ma vie, de mon existence, d'être à la hauteur de, en quelque sorte, ce voyage apprenant. Oui. Vous pouvez pas rêver mieux comme conclusion. Merci infiniment, hein, de m'accorder ce temps, Guillaume, et puis, d'être en lien aussi avec ces communautés, de personnes de tous âges, de toutes conditions, qui ont, envie, de porter haut cet acte volontaire de mobilisation des équipes. Merci infiniment. Ben, merci. Merci beaucoup Philippe. C'était vraiment très, très intéressant, je me permettrai, comme on avait échangé tout à l'heure, de partager aussi votre livre, Ah, avec Le livre plaisir, du je manager l'offre. avec, voilà. Je vous l'offre et je l'offre à nos auditeurs avec grand plaisir. Voilà, il y a énormément de conseils très concrets et faciles à appliquer, je trouve. Donc c'est d'autant plus intéressant pour les dirigeants et managers de tous horizons. Merci encore Philippe, je vous souhaite une Merci beaucoup. excellente continuation Moi et aussi. merci encore. Je vous souhaite le meilleur, Guillaume. Merci. J'espère sincèrement que ce témoignage vous incitera à expérimenter de nouvelles choses dans votre entreprise. Une toute petite action suffit souvent à initier de grands changements. Si vous trouvez ce podcast utile, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager autour de vous. Pour un nouvel épisode qui va bousculer nos habitudes, je vous dis à très vite dans On a toujours fait comme ça.